Alors, je vous rappelle le sujet, littoral menacé et biodiversité, un couple gagnant? Point d'interrogation. Alors, je ne sais pas pour vous, on est en début du mois de juin. Début de mois de juin, ça veut dire... Ah, voilà, vous suivez, parfait. Effectivement, période cyclonique. Je ne sais pas si vous êtes inquiets. Moi, je suis un peu inquiète. J'ai vu qu'ils annoncent des tempêtes, une vingtaine de tempêtes, qu'il y a 6, 7 ouragans peut-être qui seront majeurs. On espère vraiment que ça ne sera pas le cas. Et évidemment, on pense à ceux qui sont sur le littoral et qui souvent s'inquiètent encore plus que ceux qui sont dans l'arrière des terres, parce que eux, ils voient l'horizon, ils voient la mer déchaînée, ils voient les vents. Et c'est souvent très difficile. Et on a ces images gravées où on voit les littoraux détruits, les plages jonchées de sol et puis les toitures qui se sont envolées aussi quelquefois. Et puis les gens qui sont vraiment en difficulté. Et c'est difficile, c'est toujours très difficile. Ah ben c'est l'objet du forum, hein. C'est de trouver des solutions. J'ai dit ce matin, anticiper, agir, innover. Et on a retrouvé ces mots-clés ce matin. Et j'espère qu'on va les retrouver. Enfin, j'en suis sûre, parce que sachez que nous avons préparé. Alors, on va retrouver ces mots-clés dans cette conférence qui va suivre de 14h à 16h. Alors, 14h, on y est. Merci, chers intervenants. Alors, je vais vous présenter Marc Gaillot, directeur du Conservatoire botanique national des îles de Guadeloupe, au sein de l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe, l'ARBIG. Mehdi Broussillon, délégué adjoint Outre-mer du Conservatoire du littoral, chargé des rivages français d'Amérique, Guyane et Antilles françaises. Et Sabine Canikit, ingénieure apicole chez Omiel, qui est une société apicole qui a plusieurs activités, la production de miel et des produits de la ruche, des projets de recherche, la formation. Enfin, vous nous en direz un petit peu plus, j'en suis sûre, dans le cadre de votre intervention. Alors, merci, chers intervenants. Je sais que c'est bon, le PowerPoint est lancé et je vous donne la parole. Waouh, c'est difficile, c'est l'après-midi. Je vous donne la parole, Monsieur Gaillot, pour votre intervention qui va durer une quinzaine de minutes. Oui. Alors, allez-y, parlez. Est-ce que ça marche? Allez. Vous m'entendez là? Oui, ça a l'air mieux. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc, effectivement, Marc Gaillot, directeur du tout nouveau Conservatoire botanique national des îles de Guadeloupe. Donc, comme on est tout neuf, qu'on sort de l'œuf, on vient d'être agréé au niveau national le 21 mai. Je voulais juste présenter rapidement en 2 mots cette structure qui est nouvelle pour le territoire. Donc nous sommes un conservatoire botanique national et donc on intègre le réseau des 13 conservatoires botaniques nationaux de France. Donc vous voyez la carte ici. Chaque couleur, c'est un territoire sur lequel intervient un conservatoire botanique. Donc vous voyez que tout le territoire national est couvert à l'exception de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie qui sont à différentes étapes sur le même chemin. Donc les CBN, ce sont c'est un réseau en fait national de structures de référence pour toutes les questions de flore, de fonge, c'est-à-dire les champignons, et de leurs habitats naturels. Donc c'est nous qui produisons ou qui avons vocation à produire toutes les fameuses listes d'espèces protégées, d'espèces menacées, d'espèces envahissantes, d'habitats menacés, qui permettent ensuite aux aménageurs d'aménager le territoire en fonction de ce type de données-là, qui permet aux gestionnaires d'espaces naturels de savoir sur quels outils se reposer pour gérer ces espaces-là. Donc voilà, c'est la fonction principale d'un conservatoire, c'est d'être à la disposition de l'ensemble des acteurs du territoire qui gèrent la biodiversité et les espaces naturels, mais aussi des politiques publiques dont vous êtes des représentants ici. Donc, la Guadeloupe, sur cette carte, c'est assez éloquent. Vous voyez très bien que c'est tout vert, au milieu du bleu. Et que là où c'est moins vert, c'est probablement de l'humain. En fait,
Tout ce qui est vert, c'est de la forêt. Et on comprend en un coup d'œil que partout où l'homme est passé, la forêt a régressé. Autrement dit, avant que l'homme ne vienne en Guadeloupe, la Guadeloupe, c'était une forêt. Et c'est une île forestière avec une diversité végétale très forte. 2400 espèces végétales, c'est beaucoup. On a l'habitude d'utiliser diverses métaphores. Peut-être qu'il y en a certaines que vous avez déjà entendues, tant pis si je les répète. Mais pour fixer les choses, on utilise souvent celle de la désirade qui abrite une centaine d'espèces d'arbres. 100 espèces d'arbres, c'est autant qu'en compte l'Hexagone. Au niveau ultramarin, c'est aussi impressionnant. L'île de la Réunion, qui est aussi très diverse, compte moins de 1000 espèces végétales. Donc c'est pour fixer les choses et que vous ayez tous bien en tête qu'on est sur un territoire avec une très forte diversité et donc un écheveau d'interaction entre cette flore et la faune qui est fatalement très important et probablement très méconnu. Alors j'ai dit une forêt, mais s'agit-il vraiment d'une forêt ? Vous avez tous conscience que vous êtes en grande terre, à marée galante, que vous êtes dans des forêts sèches et que quand vous montez sur les contreforts de la Soufrière, vous allez passer par différents types de forêts jusqu'à arriver aux savanes d'altitude. Donc là, vous voyez bien la dominance de la forêt sèche sur l'ensemble du territoire de Guadeloupe, en marée galante et sur la grande terre notamment. Et en vert, les forêts que nous on appelle mésophiles, c'est-à-dire moyennement humides. Pour fixer les choses à l'échelle caribéenne, c'est ces forêts sèches et moyennement humides qui dominent depuis Trinidad jusqu'à Cuba. Les forêts de moyenne altitude ou d'altitude que nous on a vraiment l'habitude de voir puisque c'est justement le massif de la Basse-Terre où on est actuellement. En réalité, c'est des forêts qui sont plutôt rares quand on est au sommet et pas si fréquentes dans la Caraïbe. Alors, vous avez vu la forêt présentée en 5 types de forestiers. Si on commence à s'intéresser au détail, on a beaucoup plus de types et d'unités écologiques que ça. Ça, c'est une carte qui a été faite il y a 30 ans et qui a essayé de retranscrire ce que devraient être les différentes grandes unités écologiques en Guadeloupe. Donc, vous reconnaissez quand même ici, évidemment, les forêts sèches, les forêts humides, vous les voyez. Mais en fait, vous pouvez encore les subdiviser en différentes unités. Il faut vraiment avoir en tête cette diversité d'habitats pour comprendre ensuite les opérations qui sont nécessaires pour le littoral. À ça se rajoute le fait que les littoraux ont des configurations variables. Là, on vous a fait une carte très simplifiée des différentes configurations littorales. Vous voyez, vous ressentez d'ailleurs dans votre quotidien ces différentes expositions au houle, au vent, entre la côte au vent et la côte sous le vent, mais aussi en fonction de la courantologie. Vous ressentez l'influence du calcaire et des sols volcaniques, l'exposition plus ou moins frontale, c'est-à-dire perpendiculaire ou latérale au vent. Tout ça fait qu'on a des configurations qui peuvent se répéter sur le littoral, qu'on reconnaît bien sur les falaises de Grande Terre ou de Marée Galante, ou dans le Petit et le Grand Cul-de-Sac qui abritent deux formations de mangroves et de forêts marécageuses. Alors quand on parle de littoral et de protection de protection au sens large, c'est-à-dire pour l'homme et la nature, très rapidement nous viennent à l'esprit les mangroves. Et les mangroves ont beaucoup été mises en avant dans leur fonction réelle de protection du littoral. Nous on a un petit peu tendance à dire que c'est la forêt qui masque les forêts, dans la mesure où il ne faut pas oublier qu'en fait l'essentiel du littoral guadeloupéen c'est des forêts sèches littorales et qu'elles n'ont pas du tout la même résilience que les mangroves qui elles sont des habitats très résilients qui finalement si on les détruit et qu'on leur redonne les capacités de revenir reviennent plus facilement que les forêts littorales dont je vais vous parler. Donc je vous ai montré juste avant la carte des habitats de Guadeloupe. Ça c'est ce qui reste de ces habitats aujourd'hui. Donc vous voyez que tout ce qui est en blanc, c'est tout ce qui a été transformé par de l'agriculture ou de l'urbanisation. Vous voyez très rapidement en un coup d'œil que la forêt sèche, il n'y en a quasiment plus. Que les mangroves, malgré tout, elles restent encore bien présentes sur la Guadeloupe. La Guadeloupe peut s'enorgueillir d'avoir de très belles mangroves. Cela dit, on ne connaît pas exactement leur surface originelle. Les forêts marécageuses, elles ont probablement plus réduit que les mangroves, mais elles sont encore en bon état. En Martinique, ils se battent pour restaurer et sauvegarder deux petits morceaux de forêt marécageuse. Nous, on a
plus d'1 millier d'hectares de forêt de Mangle-Médaille. Alors vous êtes allé un peu vite, mais je vais m'arrêter là, effectivement, et passer sur la slide suivante. Donc, quand on regarde le littoral et qu'on regarde ces forêts littorales, de quoi on s'aperçoit? Le type A, c'est-à-dire à l'est, au nord-est, ce sont les forêts des falaises ou des contreforts un peu inclinés. C'est relativement préservé. C'est là que se retrouvent énormément d'espèces patrimoniales de notre flore originale. Si vous voulez aller chercher des espèces littorales qui peuplaient le littoral guadeloupéen, généralement c'est là que vous allez les trouver. Le type B, c'est-à-dire la façade sud-atlantique, donc de Sainte-Anne de Saint-François à Gosier, est assez préservée, mais dans un état très variable. Vous avez une grosse succession d'habitats urbains et agricoles qui entrecoupent la végétation. Et ensuite, je ne vais pas faire tous les types, mais ce que vous pouvez remarquer notamment, c'est que le type F, donc la partie rose qui correspond à la côte au vent, au sud de la côte au vent, il ne reste que des reliquats. Quand on essaye, l'ONF a essayé de restaurer, ou essaye parfois sur certains secteurs de restaurer ces secteurs-là, et ils ont des difficultés à trouver des forêts originales qui témoignent de ce qu'étaient ces forêts-là. Et c'est la même chose dans le grand cul-de-sac, dans le petit cul-de-sac marin, où on avait des mangroves. Les mangroves, on a encore les reliquats de mangroves qui existent dans le petit cul-de-sac. Par contre, tout le reste qui était sur les plages et entre ces mangroves-là, on ne sait pas ce qu'il y avait. On imagine, mais on ne sait pas. On n'a plus d'éléments témoins de ces milieux-là. Au-delà de cette typologie, vous pouvez encore resserrer et vous intéresser, comme l'a fait le BRGM, à la typologie du littoral, qui est, vous avez dû le voir peut-être ce matin, une succession d'aménagements portuaires, de côtes basses rocheuses, de côtes sableuses, de côtes escarpées, de mangroves, d'ouvrages de protection. Et quand vous mettez tout ça bout à bout, vous apercevez que ce littoral, il est très discontinu. Et les habitats naturels, généralement, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? C'est la discontinuité et l'isolat. Alors, est-ce que la végétation est une alliée efficace contre le recul du trait de côte? Alors, je pense que je ne vais pas m'apesantir finalement sur les fonctions bien connues, parce que je pense qu'avec le public qu'on a ici, on a des gens qui connaissent bien ces fonctions. Tout le monde a bien compris les fonctions de la végétation, de la forêt, et je pense que c'est justement l'intérêt l'idée de ce BIC, c'est de rappeler un peu pourquoi il faut restaurer ces fonctions. Mais je vais quand même rappeler donc les plus connus. Stabilisation et piégeage des sédiments, dans les deux sens, ce qui vient du terrestre ou ce qui arrive par la mer. Une barrière physique contre la houle et les vents, qui a été évoquée à l'instant. Une fonction qu'on oublie un peu souvent, c'est la meilleure pénétration des eaux dans le sol. Et ben en fait, ça, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est important sur les falaises. Quand vous êtes sur les zones de gosier, si vous avez des falaises qui sont bien préservées, en fait, l'eau va moins rapidement ruisseler vers le bord de la falaise et vous allez préserver un petit peu ces falaises-là de l'érosion. Vous allez freiner l'érosion même sur les falaises. Ce ne sont pas les arbres, techniquement, qui vont retenir les cailloux. Ils sont perchés à 10 mètres, c'est pas ça qui va fonctionner. Par contre, il y a une fonction de drainage et de pénétration de l'eau qui est intéressante. Et après, il y a d'autres fonctions sur lesquelles je vais revenir, les fonctions de continuité écologique qui sont importantes d'avoir en tête. Le littoral, c'est une immense continuité écologique qui unit tous les milieux littoraux de Guadeloupe et même avec les milieux intérieurs. Évidemment, ça a d'importantes fonctions pour la faune que je ne vais pas détailler. La première qui vous viendra à l'esprit, j'imagine que c'est les tortues, mais il n'y a pas que les tortues. Après, il y a des fonctions de filtration, des polluants, etc. Évidemment, attention, la végétation ne stoppe pas l'érosion, sinon ça se saurait. Je pense que la Guadeloupe serait beaucoup plus grande aujourd'hui. Les territoires comme les nôtres sont voués à s'éroder avec le temps, s'il n'y a pas de phénomène d'agression ou de nouveaux volcans qui vient consolider tout ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, est-ce que c'est une alliée efficace contre le recul du littoral? Oui, mais pas n'importe quelle végétation. Alors là, j'ai forcé le trait. Je suis allé sur le littoral de Trinidad, qui avait travaillé il y a quelques années dans le cadre d'un interreg avec l'ensemble des acteurs du territoire et qui avait ce genre de problématique. Nous, on a ce genre de problématique à des échelles bien plus réduites. Mais là, vous avez typiquement un littoral qui a été complètement transformé par l'homme depuis 2 siècles et qui ne cesse de reculer.
Alors l'avantage qu'ils ont à Trinidad, c'est que derrière, ils ont de l'espace. Ils ont vraiment de l'espace derrière cette plage. Nous, on a le même genre de configuration, pas aussi dramatique, mais avec une route qui est 10 mètres derrière et qui va empêcher les milieux naturels de reculer. La végétation ne fera pas tout. Comme je le disais, les arbres peuvent freiner l'érosion, les premières couches d'arbustes et d'herbes peuvent atténuer l'impact des vagues, mais elle ne fera pas tout, il ne faut pas se faire d'illusions. Et c'est pour ça qu'il faut bien avoir en tête, je ne sais pas si ça a été évoqué ce matin, je pense que Mehdi en reparlera, que la végétation reculera fatalement. Et donc il faut lui préserver de l'espace. Deux images très simples, c'est la forêt littorale de Marie-Galante. Quand vous êtes à Grand-Bourg et que vous allez vers Vieux-Fort, vous avez une forêt littorale qui est coincée entre la mer et la route, sur une bande qui peut faire 50 mètres, 30 mètres, 10 mètres, sans possibilité de recul. Vous avez les mêmes configurations lorsque vous avez de l'infrastructure urbaine derrière. Et vous avez la même configuration avec les forêts marécageuses qui sont à l'arrière des mangroves, qui ont été remplacées ou en partie remplacées par des zones humides pâturées, par exemple. Si ces espaces-là, on ne les préserve pas, et on ne prévoit pas que la végétation puisse y reculer, on perdra de l'espace pour la végétation et ses fonctions qu'on a évoquées. Donc il faut vraiment avoir en tête que restaurer, c'est intéressant, mais avoir de la visibilité et de la prévisibilité sur le futur et se dire que dans l'aménagement, on va peut-être un jour devoir déplacer une route, peut-être un jour déplacer un cadastre, c'est des gros sujets. Et c'est des sujets, je pense, ultra compliqués à mener. Alors, je vous disais, la Guadeloupe, 2400 espèces, la Réunion, 1 millier d'espèces, le littoral guadeloupéen, environ 400 espèces. Et c'est des chiffres qui ne sont pas consolidés. Donc vous imaginez qu'avec 400 espèces, il y a énormément de relations entre la flore et la faune qui ont été construites pendant des milliers d'années, qu'il faut qu'on préserve, qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas se contenter de préserver nos littoraux en se focalisant sur un nombre réduit d'espèces. Il faut vraiment essayer de consolider les espaces naturels en meilleur état, qui sont riches en biodiversité, et de faire en sorte que ce qu'on va restaurer se rapproche au plus près possible, dans la mesure de nos capacités d'ingénierie, de milieux bien diversifiés. Et pour ça, il faut qu'on utilise des plantes de préférence indigènes, puisque ce que je disais à l'instant, c'est qu'en fait, on est sur des plantes qui se sont adaptées. Nos littoraux sont couverts d'une végétation qui s'adapte depuis des millions d'années aux interactions, aux phénomènes climatiques locaux, à la variabilité climatique locale, à la présence de la faune locale. Et tout ça s'est construit pendant, je le disais, des millions d'années sur l'ensemble des îles, avec une circulation génétique qui se fait entre toutes ces îles. Et l'homme serait, de notre point de vue, très prétentieux de pouvoir dire qu'il peut se substituer à ces mécanismes naturels et créer de nouvelles interactions favorables à la végétation. Là, je vous ai mis le cas d'une espèce dont on a très bien documenté son évolution, comment les espèces ont évolué sur l'ensemble de l'arc caribéen, avec des évolutions par le nord ou par le sud, à la faveur notamment de la présence des colibris. Tout à l'heure, je disais que le littoral est une immense continuité écologique. L'un des grands défis en termes de biodiversité, c'est d'arriver à conserver les continuités écologiques, parce que ce que je disais, la nature a horreur d'être isolée. Et ce qui est important, c'est vraiment de faire en sorte que les différentes zones naturelles puissent communiquer les unes avec les autres. Et donc sur cette carte, vous voyez un aperçu très rapide de ce que peuvent être les continuités écologiques. Quand c'est rouge, c'est que c'est très dégradé. Quand c'est vert, c'est que c'est en bon état. Donc vous voyez qu'on a d'importantes discontinuités sur, notamment par exemple ici la Grande Terre. Et c'est un défi d'arriver à concilier l'aménagement, l'activité de l'Agence des 50 pas et la continuité de ces continuités écologiques. Je m'approche de la fin, j'ai quasiment terminé. Évidemment, les continuités et la nature se moquent des barrières qu'on pourrait mettre. Ici, vous avez un PLU qui varie dans les grands fonds entre Gosier et Sainte-Anne. Il n'y a pas de raison au niveau de la nature est la même. Il n'y a pas une raison que la vocation soit agricole sur un territoire et naturelle sur l'autre, si c'est exactement le même milieu naturel dont on parle au départ. C'est le genre de choses qu'il faut arriver à mettre en cohérence. Et vous voyez bien quand vous regardez le littoral que c'est une succession de zones urbaines, agricoles et un petit peu
naturelle. Donc il y a un vrai enjeu de continuité naturelle à prendre en compte. Voilà, ça c'était simplement pour mieux les visualiser. Donc voilà, ça a dû être évoqué ce matin, changement climatique, espèces exotiques envahissantes, arrivée de sargasses. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on va. Bien malin est celui qui pourra dire, prévoir comment la nature en Guadeloupe sera impactée par les changements climatiques. Est-ce que globalement ça va s'assécher? Est-ce que des types vont disparaître? Est-ce que la Guadeloupe est si petite que les espèces peuvent finalement circuler d'un espace à l'autre et s'adapter? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc face à un futur comme ça qui est inconnu, à un présent qu'on considère appauvri, on a énormément d'espèces et d'espaces, d'espèces menacées et d'espaces dégradés, le pari, c'est de parier pour la résilience sur la diversité, sur cette biodiversité que je me suis efforcé de présenter jusqu'à présent, et de se dire que plus la nature sera en meilleur état, plus diverse elle sera, plus on aura des conditions favorables à la résilience de la nature. Et c'est la même chose pour la restauration. Donc comme je vous l'ai dit, comme je vous le mettais, perte de biodiversité, changement climatique, uniformisation des paysages. Donc face à ça, il faut qu'on respecte la diversité native, qu'on respecte la richesse des écosystèmes que j'ai présentés et qu'on maximise la variabilité génétique. Donc dans le cadre des opérations d'aménagement et de restauration du littoral qu'on est fatalement amené à faire, et il y a beaucoup d'acteurs ici dans cette salle qui sont déjà en train d'en faire, le nouveau défi, en fait, c'est d'organiser tout ça pour que cette activité qu'on va avoir tous, d'aller chercher dans la nature les éléments qui vont nous permettre de restaurer sur le littoral, n'impacte pas outre mesure la nature. Quand vous devez restaurer une zone et y mettre de la biodiversité, vous devez avoir un cadre qui vous permet de respecter cette biodiversité. Concrètement, il s'agit d'aller prélever de la ressource génétique, donc des graines, dans des milieux naturels pour aller les remettre dans des milieux qu'on veut restaurer. Et ça, il faut le faire avec un cadre qui fait qu'on n'impacte pas outre mesure la nature. Donc pour cela, je vais m'arrêter ici sans détailler ce dispositif. Il y a différents dispositifs qui existent, qu'on peut implanter sur le territoire en Guadeloupe. Le conservatoire, lui, va s'efforcer d'implanter un dispositif inspiré ou proche de Végétal Local, qui est une marque développée au niveau national, qui vise à cadrer et à donner un référentiel pour l'ensemble du territoire, pour ces opérations de restauration de la nature, que Mehdi sera peut-être intéressé d'utiliser avec d'autres acteurs. Voilà. Ah ben merci. Sous vos applaudissements, Monsieur Marc Gaillot, directeur du conservatoire. Est-ce que vous me laissez 15 secondes? 15 secondes, Monsieur Gaillot. Je vous ai juste mis ici une slide qui montre l'état d'esprit de quelque chose qu'il faut retenir. Les aménagements en Guadeloupe, quand c'est des aménagements littoraux, on les fait avec des paysagistes. Les paysagistes ont l'habitude de travailler avec des espèces souvent exotiques. Et ces aménagements-là peuvent avoir un gros impact sur nos milieux. Si vous avez une espèce qui est arrivée il y a une dizaine d'années, elle a été connue depuis plus longtemps, mais elle a commencé à être plantée sur les littoraux du Moule, à Anse-la-Borde, etc., par des paysagistes qui ne pensaient pas faire mal. Et cette espèce est en train de se propager sur l'ensemble des littoraux de Guadeloupe et d'uniformiser et de prendre la place de nos espèces. Donc c'est l'importance de toujours avoir des espèces indigènes pour éviter ce genre de substitution où on va devoir lutter contre ça et on ne sait pas vers quoi on va avec ce genre de situation qui est déjà problématique sur d'autres îles. Eh bien, voilà, un défi de plus, hein, bien mis en avant par Marc Gaillot. Et puis tous les défis présentés que M. Broussillon va exposer aussi par la suite. Alors merci M. Marc Gaillot pour cet exposé. Vous avez fait la transition pour moi, je vous en remercie, pour donner la parole à M. Mehdi Broussillon, délégué adjoint Outre-mer du Conservatoire du Littoral, chargé des rivages français d'Amérique, Guyane et Antilles françaises. Alors, M. Broussillon, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, pour ceux en tout cas que je n'ai pas vus. Donc, à travers ma présentation, vous verrez que c'est surtout des éléments de constat que j'ai voulu partager avec vous, des éléments aussi de réflexion, puisque le Conservatoire du Littoral fête cette année ses 50 ans. L'établissement est un peu plus vieux que moi, mais ça donne suffisamment de recul sur un certain nombre d'opérations qui ont été menées, que ce soit en Guadeloupe, aux Antilles ou dans le reste du territoire national, et qui nous permet aussi d'avoir, dans certains cas, presque des certitudes sur comment on pourrait faire. Alors, quand moi j'ai pris connaissance de l'intitulé de la thématique, c'est pas une mince affaire, et on peut peut-être passer à la première slide.
Le premier constat que j'ai fait, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est que la notion de littoral est une vraie problématique à la fois pour les juristes et les géographes. La loi littorale de 1986, qui est un peu la loi phare sur ce sujet-là, elle-même ne définit pas le littoral. Elle dit que c'est une entité géographique qui mérite une politique singulière d'aménagement, de protection, etc. Si on se penche dans le domaine de la géographie, on peut trouver différentes définitions, qu'elles soient physiques, humaines ou autres. Et donc, le fait qu'on n'ait pas une définition qui soit aussi claire, précise, comme ceci est une bouteille d'eau, ça implique aussi qu'on a des approches différentes, à la fois selon les personnes, selon les sociétés, selon les époques aussi. Et donc, c'est une notion qui peut être mouvante. Est-ce que le littoral s'arrête aux 50 pas géométriques ? Donc, je rappelle que 50 pas, c'est un peu plus de 81 mètres. Est-ce que c'est la fameuse bande des 100 mètres dont on entend parler, notamment au niveau national ? Est-ce que c'est plus ? Est-ce que quand on est au sommet de la Soufrière, on est encore sur le littoral ? Cette notion-là ne peut pas être figée, à la fois géographiquement, mais elle ne peut pas être figée aussi dans le temps. Aujourd'hui, ça a été dit largement ce matin, il y a énormément de plages qui sont en régression, il y a de l'érosion, et donc le littoral qu'on a connu, nous, nos grands-parents, nos parents, a déjà été largement transformé, soit parce que la plage s'est réduite, soit très exceptionnellement dans certains cas où elle s'est épaissie, et surtout parce qu'elle a été aménagée, elle est différente. Donc cette notion mouvante et cette appréhension qui est en train d'évoluer avec ces transformations latentes, puisque ça se passe sous nos yeux, mais comme c'est moins brutal qu'un cyclone ou qu'un tsunami, ça marque un peu moins les esprits, sauf quand on fait des clichés avant-après et qu'on se rend compte de l'évolution. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que cette approche du littoral, elle se fait par les zones d'influence. On peut considérer que le littoral, c'est jusqu'où la Terre a une influence en mer et inversement. Donc il peut donner des zones très larges. Cette notion-là, simplement pour dire que, alors, certes, la présentation de Marc était très terrestre, même s'il a montré qu'on s'inscrit bien dans un bassin océanique. L'idée aussi, c'est de comprendre qu'il y a aussi de la flore sous-marine. Il y a aussi une connexion entre les espèces à terre et en mer. Et donc cette notion de zone d'influence, c'est un peu ce qui guide notre action au conservatoire, même si la plupart de nos sites en Guadeloupe sont terrestres. On cherche à avoir cette interaction entre la terre et la mer. Alors le littoral aussi, le constat qu'on en fait, et pas que seulement en Guadeloupe, c'est qu'on est sur un espace qui est un lieu de vie par excellence. Alors ce qui est valable sous nos latitudes ne l'est pas forcément ailleurs. Je prends l'exemple de l'Europe. En Europe, jusqu'au XVIIIe siècle, le littoral, c'était quelque chose qui faisait peur. C'était quelque chose où il y avait des contes médiévaux, il y avait aussi une violence par rapport au phénomène de tempête de la Bretagne ou autre. Et donc, ce n'était pas considéré comme des endroits qui étaient propices au développement, en tout cas, des premières sociétés. À l'inverse, les premiers habitants de la Guadeloupe, ils ont toujours eu un lien avec le littoral. Parfois pour un campement, parfois pour des opérations bien particulières. Et c'est aussi parce que ce lieu d'influence de la mer et de la terre développe un certain nombre de diversités biologiques ou de pratiques qui étaient plus intéressantes que de se retrouver au sommet de la Soufrière. Donc ces conditions en fait propices et ces lieux de vie continuent encore aujourd'hui, puisqu'on est dans des sociétés où la plupart de nos loisirs maintenant se trouvent sur le littoral. Certaines personnes y habitent, on y loge lorsqu'on veut aller en vacances pour la plupart du temps. Et donc c'est vraiment un lieu où se croisent différents usages et différents intérêts. Et c'est ce qui rend complexe la question de l'aménagement de nos territoires, parce qu'on a un croisement d'enjeux et un croisement d'intérêts. Le littoral aussi, c'est un lieu où on trouve des écosystèmes parmi, je ne sais pas plus, mais parmi les plus diversifiés, et avec aussi une nature assez singulière. Marc a montré des cartes qui montraient la diversité de nos forêts en Guadeloupe, qu'elles soient humides, xérophiles, c'est-à-dire sèches ou autres. On se rend bien compte que sur une même commune, parfois à quelques dizaines de mètres d'intervalle, on peut passer d'une mangrove à une forêt plus sèche ou à une forêt dite intermédiaire. Donc c'est vraiment ce qui caractérise notre territoire quand on regarde sur une côte, mais aussi quand on va dans les terres.
il y a souvent des strates qui se dessinent entre un arbre, un arbuste et plutôt des herbacées. Et cette strate-là, cette complexité dans l'organisation de la végétation, elle est propice bien évidemment à une complexité au niveau des espèces animales, mais c'est celle-ci qui nous apporte le plus d'informations sur les pertes ou les atouts d'un littoral par rapport à un autre. La question aussi des pressions, donc on se focalise beaucoup sur la végétation pour une raison qui est assez simple, c'est que l'essentiel, enfin en tout cas la cause principale de l'érosion de la biodiversité, pas qu'en Guadeloupe mais dans le monde, est d'abord la destruction ou la fragmentation des habitats naturels. Et donc le principal habitat naturel sur lequel l'homme se retrouve, c'est bien les forêts et en tout cas les espaces où la végétation est présente, alors qu'elle nous rend, comme on l'a vu tout à l'heure, un certain nombre de services, de fonctionnalités ou d'externalités. Donc ces pressions-là, elles sont à la fois fluctuantes, parce que l'exemple des tsunamis, des tempêtes, des ouragans a été pris ce matin, mais il faut avoir conscience aussi qu'il y a des pressions où on n'a pas le sentiment de faire du mal à la nature, ne serait-ce que rouler sur une plage en voiture, et pourtant les incidences sont moins choquantes, mais dans la durée, elles restent indélébiles. Et si on passe à la slide suivante, c'est encore un exemple qui ne date pas de 10 ans ni de 20 ans, ça date de cette année. et simplement pour vous dire que parfois, bon, on pense bien faire, il y a quand même un passage qui est maintenu, les voitures sont à l'ombre, on est au bord de l'eau, et c'est justement ça aussi qui cause un certain nombre de dégâts. Pourquoi ? Une houle cyclonique va rentrer dans les terres, il y aura de la casse sur la végétation. Si, généralement, quand c'est une végétation qui est indigène, elle a, pour certains cas, la capacité à se régénérer. Par contre, lorsque les petites pousses qu'on retrouve en sous-bois sont piétinées et voire sont arrachées lorsqu'on passe le balai après le camping, finalement, on réduit encore plus la capacité d'adaptation de l'écosystème. Cet exemple-là, c'est simplement pour montrer aussi que notre rapport au littoral et la façon d'occuper le littoral peut évoluer et a déjà évolué. Parfois de manière non consciente. J'expliquais tout à l'heure que les premières populations fréquentaient le littoral et pourtant, à part quelques céramiques et des ossements, on ne retrouve pas de grosses traces d'intervention sur le littoral. La période coloniale a laissé un peu plus de traces avec des forts, des vestiges historiques, des constructions. Demain, je ne sais pas ce qui va rester de notre occupation, en tout cas de notre civilisation sur le littoral de la Guadeloupe. Mais une chose est sûre, c'est qu'on se rend compte que ça gagne en intensité, en termes d'empreintes qu'on laisse derrière nous. Mais ce n'est pas impossible de, au moins, freiner ce phénomène. D'autres sites en Guadeloupe, d'autres littoraux, ne connaissent plus ou beaucoup moins l'image qui est présentée, parce qu'on a su ajuster, parfois par un peu de contrainte, c'est-à-dire orienter un peu les choses différemment, mais en tout cas des évolutions positives sont aussi constatées. Donc ces usages peuvent avoir et peuvent être parfois aussi, voire plus menaçants que des aléas majeurs qu'on voit régulièrement, comme avec l'ouverture de la saison cyclonique. Tout simplement parce qu'on est dans un écosystème, dans une nature qui a l'habitude un peu de se régénérer, donc ça gomme un certain nombre de signes. Sauf quand on veille à garder des traces. La tempête Fiona, elle a laissé beaucoup de traces en Guadeloupe. Si aujourd'hui on demande à quelqu'un jusqu'où était arrivée l'eau, tout le monde ne saura pas répondre. Et c'est heureusement qu'on a ces documentations, ces photos qui nous montrent que certains littoraux... Alors un exemple qui était assez parlant, puisque moi je venais de prendre mes fonctions et le premier jour où je suis allé sur le terrain, c'était à Vieux-Habitants. La plage de l'étang, je l'ai connue avec une dune parfaitement établie. Le soir, Fiona est passée, il n'y avait plus de sable, il n'y avait plus rien. Et quelques mois après, la plage s'est reconstituée d'elle-même parce que les conditions étaient plus favorables à une constitution d'une dune. Donc tout ça pour dire qu'il y a une dynamique naturelle qui se fait. La perte d'un écosystème ou d'un habitat n'est pas toujours irréversible, mais à chaque fois qu'on l'épuise, finalement la reconstitution se fait de manière moins ferme et moins définitive. Donc la solution, et c'est le constat qu'on fait face à ça, c'est déjà de ménager les espaces de nature. Le Conservatoire du littoral intervient essentiellement en espace naturel.
même si en Guadeloupe, on peut considérer qu'on a aussi des espaces périurbains. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de nos sites en Guadeloupe. Et je parle bien d'espaces de nature. Parce qu'en ville aussi, même dans les espaces urbains du littoral, ces espaces-là peuvent jouer un rôle au-delà de la question des usages humains. Elles jouent aussi un rôle dans l'atténuation de quelques phénomènes ou incidences du changement climatique. Donc le constat que j'ai voulu partager avec vous aussi, c'était que pendant longtemps et peut-être encore un petit peu aujourd'hui, si on est honnête, c'est que la biodiversité est un peu vue comme une variable d'ajustement, c'est-à-dire qu'à choisir entre préserver un espace où on décrit une biodiversité et faire un aménagement qui va permettre de réduire les embouteillages ou faire ce genre de choses, on aura tendance quand même à aller vers la solution qui permet une utilité humaine plus spontanée, plus rapide et plus durable. Donc le fait que ça soit une variable d'ajustement ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais ça veut dire aussi que ce modèle de la variable d'ajustement doit nous donner une orientation. Et c'est pour ça que j'ai mis une sorte de boussole. C'est que quand on voit que la biodiversité est en déclin, on dit schéma c'est pour battre, mais parfois il faut lui donner sa chance. Et c'est justement un signal pour nous dire attention, essayons de concevoir déjà différemment pour ne serait-ce que éviter et réduire les incidences de nos activités ou de nos constructions. Et c'est là où que prend essence la notion de solution fondée sur la nature. Elle peut être décrite de différentes façons, mais la solution fondée sur la nature, telle que nous, on essaie de l'appliquer au Conservatoire du littoral, c'est une solution qui est inspirée de ce qu'on voit dans des écosystèmes plutôt en bonne santé, et en même temps, dans sa mise en œuvre, prend des précautions pour ne pas accentuer des pressions sur l'écosystème. Un exemple très simple, une plage qui est très fréquentée où on va vouloir organiser l'accueil du public. En Guadeloupe, on aime bien avoir des carbets, des tables bancs, etc. Pendant très longtemps, on faisait systématiquement des carbets avec des dalles béton. Systématiquement. Vous pouvez regarder. Aujourd'hui, avec le recul, on a appris aussi à faire des carbets qui sont sur des pieux vissés. Donc, ce qui limite l'artificialisation du site, qui permet en plus d'être beaucoup plus souple lorsqu'il faut repositionner des équipements. Et pourtant, on n'a pas supprimé la question de l'accueil du public. Donc, il y a des ajustements qui sont possibles. Et il y a la question aussi du positionnement des équipements. Il y a une opération récente qui a été menée, pas que par nous, mais aussi avec la région Anse-Bertrand. Il y avait des vieux carbets qui étaient sur la plage, mais qui étaient littéralement ensevelis par la dune, puisque la mer avançait et donc la plage reculait. Ça a été l'occasion de repositionner les équipements beaucoup plus en arrière de la plage et d'offrir finalement une plage beaucoup plus large pour les visiteurs et les équipements plutôt en retrait. Donc c'est des choses assez simples vis-à-vis de l'accueil du public qui sont basées sur des solutions fondées sur la nature. Et parfois, on va être vraiment sur des travaux de restauration des écosystèmes. Alors ces travaux de restauration des écosystèmes, ils peuvent s'appliquer autant sur la mangrove. Bon, certains d'entre vous connaissent un peu le projet qu'on porte sur la zone de Jarry, mais on travaille aussi sur des écosystèmes littoraux de forêts xérophiles, donc de forêts sèches. Ça a été le cas sur des plages comme Bois-Jolant. Ça a été le cas par d'autres partenaires, notamment l'ONF, sur des terrains du Conservatoire à Marie-Galante. Aujourd'hui, on est notamment sur les espaces en rouge que Marc a montré, qui sont en discontinuité sur le littoral, notamment à Sainte-Anne, au Moule, à Anse-Bertrand. On est sur des forêts qui se sont considérablement réduites. Et là, on va venir réinjecter et replanter en fait une forêt avec des essences indigènes, cette fois. Et ce caractère indigène, il est important, à la fois parce que ce sont les essences qui rendent les meilleurs services. On sait qu'elles sont adaptées au milieu. Et surtout, ça permet de rajouter de la diversité. Si je vous demande de citer des essences d'arbres qu'on retrouve sur le littoral, la plupart du temps, vous allez me dire mancelinier, catalpa, résinier, poirier, amandier. Et pourtant, Marc a montré qu'il y avait plus de 400 espèces littorales qu'on pouvait retrouver. Donc à chaque fois qu'on va porter un projet,
même si c'est que 10 plants de telle ou telle espèce, on va essayer de rajouter cette diversité tant dans les essences que dans les fameuses strates. On ne veut pas des arbres partout. Parfois, c'est bien d'avoir un petit peu de buissons ou des herbes parce qu'elles jouent chacune un rôle différent. Donc la question de la menace doit être vue à la fois comme une opportunité pour des projets de renaturation. Lorsque, par exemple, une population est amenée à se déplacer, on doit déconstruire. Et donc, on peut profiter de cette opportunité pour réinjecter de la diversité biologique dans un espace libéré. Et en même temps, c'est la démarche qui est la plus efficace par rapport à ce qu'on constate quand on compare des incidences d'un cyclone ou d'une houle cyclonique sur des espaces diversifiés versus ceux qui ont des espèces non inféodéocytes. On se rend compte qu'ils résistent moins bien. Donc je ne reviendrai pas dessus parce que j'imagine que ça fera partie des questions et Marc pourra très bien y répondre. Mais la question, souvent, il y a une confusion dans les termes entre indigènes, endémiques, exotiques, etc. Certaines espèces exotiques sont considérées par certains comme des espèces qui ont toujours été en Guadeloupe. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il faut savoir les distinguer. Ce n'est pas aisé, mais aujourd'hui, on a, grâce au Conservatoire botanique, un outil qui permet aussi d'avoir une lecture quand même beaucoup plus spécialisée et plus fine de qu'est-ce qui est indigène, qu'est-ce qui n'est pas. Et donc, ça permet ensuite de s'inscrire dans cette démarche de remettre sur le devant de la scène des essences végétales qui sont adaptées à nos littoraux. La question aussi des interventions. Alors, c'est une question qu'on travaille beaucoup avec nos gestionnaires qui sont essentiellement des collectivités territoriales. Puisque pendant longtemps, l'image aussi qu'avait le conservatoire, c'était oui, le conservatoire veut ensauvager les plages avec plein d'arbres, plein de buissons et l'homme a plus sa place. Aujourd'hui, on commence à avoir des contre-exemples, puisque l'idée justement de l'intervention de l'homme, c'est de l'encadrer. Tous les végétaux ne se valent pas. On a parlé d'espèces exotiques. Nous, on ne souhaite pas qu'il y ait d'espèces exotiques sur les sites en Guadeloupe. Donc ça veut dire qu'il faut une intervention humaine. Inversement, on peut avoir, dans certains cas, besoin d'avoir certains milieux qui restent ouverts et d'autres où on laisse la forêt se reconstituer. Donc ces interventions, elles doivent être raisonnées, d'autant plus quand on a de nouvelles menaces qui concernent nos territoires avec l'arrivée des échouements de sargasses, avec aussi la montée des eaux qui peut perturber un peu l'organisation qui était en place. Donc l'un des efforts qu'on a à faire collectivement avec les collectivités, c'est déjà de porter des opérations de reconstitution d'écosystèmes littoraux et en même temps de donner en fait ce guide, cette trame pour intervenir intelligemment. Donc la logique de coup de pouce, qui est celle qui nous guide, j'ai voulu la mettre en avant pour deux raisons. Lorsqu'on est face à une mangrove, vous ne verrez pas en Guadeloupe le conservatoire planter des palétuviers. Parce que la démarche dans laquelle on est, elle est de c'est-à-dire de recréer des conditions favorables à l'émancipation de la mangrove. Et donc, typiquement, on va enlever des remblais, on va mettre des tractopelles, on va enlever des remblais, on va permettre à l'eau de s'écouler différemment. Pourquoi ? Parce que, non pas que la plantation n'est pas efficace, mais en laissant un peu la nature s'ajuster par elle-même, on lui laisse l'opportunité de tâter le terrain, de voir où ses racines sont plus à même à se développer. Et donc, il y a des endroits qu'elle va laisser ouverts, il y a des endroits où elle va se densifier, parce qu'on lui a ouvert une porte et on attend de voir justement comment elle évolue. Il y a des écosystèmes qui sont plus difficilement adaptables. On a parlé des forêts sèches. Et là, on va plutôt venir densifier là où elles sont présentes, ou alors chercher à récupérer de l'espace uniquement en mettant des enclos de défense, etc. Donc cette logique du coup de pouce nous permet à la fois de faire aussi des économies, d'efforts et d'échelle, et en même temps, ça nous permet d'observer ce qui se passe pour tirer des enseignements et éventuellement ajuster. Je finirai par cette slide, à la fois pour rappeler la question de la connexion terre-mer qui est indispensable. On parle beaucoup de terre. L'exemple, la photo le montre bien. Il y a des littoraux en Guadeloupe qui disposent aussi d'une richesse en mer, que ce soit les herbiers, que ce soit les coraux, que ce soit aussi ce qu'on appelle les beach rocks.
En fait, ce sont aussi des éléments qui jouent un rôle dans l'atténuation des menaces auxquelles se confronte le littoral en Guadeloupe. Et en même temps, elles concernent aussi certaines espèces de faune. On en a parlé des tortues, mais il y a aussi un certain nombre, l'avifaune, les oiseaux qui préfèrent certains types de milieux par rapport à d'autres, qui nidifient sur la plage ou qui parfois sont simplement migrateurs. Donc on a en fait cette connexion qu'il nous faut maintenir au moins dans une certaine épaisseur. La question aussi de la mise en réseau. Donc le littoral ne se limite pas aux 50 pas géométriques. D'ailleurs, lorsqu'on a une mangrove, les 50 pas passent derrière la mangrove. Ils ne sont pas devant, parce que la mangrove est considérée comme un espace de mer, un espace qui est dans l'eau. Et donc ça veut dire que la notion de littoral doit tenir compte de ça. La mise en réseau, quand on a une route qui passe ou quand on a des interruptions avec l'urbain peut au moins servir de trait d'union entre ces espaces-là, et il faut pouvoir travailler dessus. Et en fait, la question des usages, oui, c'est possible de réguler et d'encadrer des usages. Ce n'est pas nécessairement une interdiction. Alors, on interdit que ceux qu'on ne souhaite absolument pas voir. Mais par contre, dans nos habitudes, dans notre manière de vivre sur le littoral ou simplement de le fréquenter, il y a des ajustements qui sont possibles et qui, eux, ont une incidence directe et parfois plus forte sur le littoral et sur le maintien des écosystèmes. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. La photo montre un exemple. Le simple fait d'avoir remplacé, enfin pas le simple fait parce que ça a été quand même pas facile, mais remplacer un passage à gué où les voitures pouvaient passer par une passerelle piétonne a permis au moins de protéger un cordon dunaire qui était largement menacé et à permettre à la végétation de se reconstituer au moins partiellement. Et ça n'empêche personne de continuer à aller fréquenter le beau littoral de la plage de Port-Louis. Voilà. Merci. Eh bien. Merci beaucoup, Monsieur Boussillon, pour cet exposé très détaillé avec une foule d'informations sur la manière, j'ai compris, de trouver un certain équilibre quand même pour préserver cette biodiversité, mais pour faire en sorte aussi qu'on puisse profiter de nos littoraux sans pour autant se garer comme on l'a vu dans la photo. On peut éviter ce genre d'attitude. Alors, troisième intervention, réservez vos questions, je sais que vous en aurez également à distance. Troisième intervention avec Madame Sabine Kanikit, ingénieure apicole de Aumiel, société apicole. Oui, c'est ouvert, on vous entend. Bonsoir tout le monde. Voilà, on vous entend très bien. Et on va parler d'un insecte. Est-ce que c'est un insecte? C'est bien un insecte? C'est bien un insecte, oui. Ah. Voilà. Quand on est face à un ingénieur, on perd tous ses moyens, il semble-t-il. Hein. J'étais persuadée que c'était un insecte, mais je regarde Madame Sabine Kaniki et je me dis, oh mon Dieu, peut-être que je dis une bêtise. Alors non, c'est bien un insecte. C'est bien ça, oui. Et on va parler de l'importance de son rôle en matière de biosurveillance. Et voilà, on vous écoute. Votre PowerPoint est affiché, donc c'est parfait. Tout à fait, merci. Donc, ouais, bonsoir à tout le monde. Je vais commencer par un petit flash que j'ai eu lors du discours de M. Broussillon. Pour ceux qui ont été se promener à la plage après les périodes de confinement, toutes les petites pousses qui ressortaient sur la plage qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que justement la plage est tellement fréquentée que toutes ces petites pousses-là ont tendance à disparaître. Après le Covid, c'était juste impressionnant de voir à quel point en très peu de temps finalement la végétation avait repris sa place. Et on se rend bien compte de l'influence de l'homme donc sur le littoral. Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite intervention pour présenter une méthode plus d'accompagnement dans la démarche de renaturation du littoral. C'est vrai que l'abeille, comme disait Madame, est un insecte qu'on connaît beaucoup pour le miel en priorité. Après qu'on a pensé au miel, on pense aux piqûres d'abeilles. C'est les deux choses pour lesquelles on pense à l'abeille. Quand on va un petit peu plus loin, on va parler de son rôle de pollinisateur, que certains d'entre vous, la majorité j'imagine, connaissent. Là aujourd'hui, je vais plus parler de l'utilisation de l'abeille comme un outil d'accompagnement dans des démarches de renaturation notamment. Donc la biosurveillance par l'abeille.
Alors, pour parler un petit peu de façon générale de la biosurveillance, en fait, il y a plusieurs méthodes de biosurveillance qui existent. Et en fait, ce sont des méthodes d'évaluation de la qualité de l'environnement où on va utiliser des organismes vivants, donc soit des plantes, des animaux, des champignons, etc., comme des indicateurs des changements environnementaux. Donc, on va observer ou analyser ces organismes vivants pour détecter plusieurs choses. Donc, soit des changements dans son comportement, dans sa physiologie ou sa population, soit l'accumulation de polluants, par exemple, dans les tissus de cet organisme vivant, soit la présence de traces d'ADN ou de traces d'agents chimiques dans son environnement. Donc, je vous ai mis un petit tableau avec des exemples d'organismes qui peuvent être utilisés comme bioindicateurs, dépendamment des milieux qu'on va chercher à analyser. Donc, par exemple, si on veut analyser l'air, on va utiliser des lichens ou des mousses. Pour le sol, vers de terre, champignons. On peut utiliser des poissons, des algues pour ce qui est l'eau. Cité écologique. Il faut que ce soit une espèce qui soit assez facile à observer et à échantillonner régulièrement pour qu'on soit capable de percevoir les changements dans l'environnement. Il faut que ce soit une espèce qui soit présente largement sur le territoire pour pouvoir faire des suivis comparatifs. Un cycle de vie adapté au suivi temporel. Des données fiables et scientifiquement interprétables et un rôle fonctionnel important ou une valeur pédagogique. Puisque ces espèces-là vont être utilisées pour sonder l'environnement et bien souvent faire des préconisations en termes de protection de l'environnement. Donc la valeur pédagogique est assez intéressante pour sensibiliser le public. Donc les objectifs de la biosurveillance sont en général de détecter et mesurer les effets de pollution, d'évaluer l'état de santé des écosystèmes ou de suivre dans le temps les impacts d'activités humaines. On utilise aussi la biosurveillance pour appuyer des politiques de protection ou de restauration. Alors, la biosurveillance par l'abeille, c'est une méthode qui est normée par la FNOR. Et l'abeille, dans son cas, va être utilisée pour récolter dans l'environnement des polluants qu'on va pouvoir analyser. Elle va être utilisée pour renseigner sur la biodiversité florale. Et elle peut être aussi utilisée pour témoigner de l'état écologique d'un territoire. Alors, l'utilisation de l'abeille en biosurveillance est justifiée par certaines caractéristiques que l'abeille va avoir et qui font d'elle un être vivant tout à fait pratique à utiliser comme bioindicateur. Alors, dans un premier temps, l'abeille va butiner dans un très large rayon. Donc, lorsqu'on va placer une ruche quelque part, l'abeille va pouvoir aller butiner dans un rayon de 3 à 5 km, voire jusqu'à 7 km si la ressource alimentaire est rare. Et ça lui permet finalement d'échantillonner un espace qui est relativement grand. Merci. Elle va aussi collecter pas mal de substances dans l'environnement pour se nourrir, donc le pollen et le nectar qu'elle va récupérer sur les fleurs. Elle va aussi récupérer de la propolis. Alors la propolis, c'est un petit peu moins connu. En fait, l'abeille, dans sa collecte de substances dans l'environnement, va récupérer des résines sur les jeunes bourgeons des arbres. Ces résines-là sont très riches en agents antimicrobiens, antibactériens, etc. Et donc, elle va ramener ça à la ruche, elle va mélanger ça à de la cire et elle va en faire de la propolis, qui est un agent un peu protecteur de la ruche, qu'elle utilise pour aseptiser la ruche, mais aussi comme matériau pour combler des brèches, par exemple, dans la ruche ou ce genre de choses. Et en volant, donc on a dit que l'abeille va à un rayon de 3 à 5 km de la ruche. Lorsqu'elle va être en vol, l'abeille va, avec ses poils, puisqu'elle est très poilue, va pouvoir collecter toutes sortes de particules dans l'air et elle va ramener ça dans la ruche. Et donc, on va être capable de récupérer de doser certaines substances qui ont été ramenées par l'abeille dans la colonie, dans la ruche, pardon. Et donc, comme je disais, l'abeille va concentrer dans la ruche tous les éléments qu'elle va récupérer dans l'environnement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une colonie peut comptabiliser un très grand nombre d'individus.
en moyenne 40 000 abeilles, on peut même aller jusqu'à 80 000 abeilles. Donc ce ne sont pas toutes les abeilles de la colonie qui vont sortir butiner, mais au moins un quart de la colonie va être en butinage tous les jours. Et donc c'est un très grand nombre d'échantillonneurs qui vont donc parcourir une certaine surface et ramener des échantillons donc à la ruche. Et donc on va pouvoir, ces substances-là vont s'accumuler dans la ruche et on va pouvoir donc les doser en fonction des analyses qu'on veut faire. L'abeille, bien évidemment, comme tout bon bio-indicateur, est très sensible au changement de l'environnement. Si vous connaissez des apiculteurs, ils vous diront que l'une des contraintes de ce métier, c'est que rien n'est jamais figé. On est constamment sous l'influence de l'environnement, du climat, etc. D'une année à l'autre, ça ne se ressemble pas en termes de production de miel, hein, je parle. Et donc l'abeille, elle va être très très sensible aux changements dans son environnement, notamment en termes de pollution, mais aussi les changements climatiques et les changements dans son habitat, notamment en termes de biodiversité végétale. L'abeille est relativement facile à échantillonner, donc je dis bien relativement facile. Donc l'abeille, c'est un insecte qui pique, vous savez tous, donc ça va être un apiculteur qui va mener l'étude, mais en termes d'échantillonnage, c'est relativement facile à faire. On peut échantillonner soit des abeilles vivantes, soit des abeilles mortes. À l'intérieur de la ruche, toutes les substances qui sont fabriquées ou ramenées dans la ruche par l'abeille peuvent être assez facilement échantillonnées et analysées par la suite. On peut même, dans le cas de la biosurveillance, c'est ce qu'on va faire, on va insérer certains supports à l'intérieur de la ruche qui ont tendance à capter par exemple les polluants. On va les laisser un certain temps dans la ruche et ensuite on va les collecter et les analyser. C'est un outil qui est relativement pratique et économique comparé à d'autres méthodes de biosurveillance. Et l'abeille, on le sait tous, hein, c'est un outil qui est largement utilisé comme outil pédagogique. Donc en termes d'action de sensibilisation, les résultats qu'on obtient par biosurveillance par l'abeille sont très facilement diffusables et peuvent être utilisés donc, pour faire de la sensibilisation. Et bien sûr, il y a des applications polyvalentes. Donc la biosurveillance par l'abeille peut être utilisée pour détecter des effets, notamment sur la pollution urbaine, l'agriculture intensive, l'écologie florale et déterminer aussi la santé des écosystèmes via la biosurveillance. Donc l'abeille, c'est un agent de biosurveillance qui est unique parce qu'elle combine une forte interaction avec son environnement. Elle a une large capacité d'échantillonnage. Elle est compatible avec pas mal d'analyses modernes, notamment l'analyse d'ADN et de résidus chimiques. Et bien sûr, la fameuse valeur pédagogique et sociale qui est très importante et qui permet par la suite de diffuser les résultats. Alors, comment ça fonctionne la biosurveillance par l'abeille? Dans un premier temps, on va donc installer des ruches sur l'aire qu'on a besoin d'étudier. Les abeilles donc, vont évoluer et on va faire des prélèvements, soit de miel, soit de pollen, soit des matrices qu'on aura installées dans la ruche. Plusieurs fois pendant l'année, puisque bien évidemment, on va laisser le dispositif en place au moins 1 an, le temps que toutes les espèces florales de l'environnement puissent fleurir et que l'abeille puisse accumuler des substances dans la ruche. Donc les prélèvements vont être faits plusieurs fois dans l'année et vont être envoyés à des laboratoires d'analyse qui vont interpréter les résultats en les corrélant à des valeurs repères. Et on travaille donc avec un laboratoire en France qui s'appelle donc Apilab, qui va analyser les résultats et nous renvoyer les rapports et leurs préconisations. Donc ici, des ruches qui ont été installées justement à Vieux Habitants dans le cadre d'un projet qu'on avait avec l'agence des 50 pas géométriques. On avait effectué donc 4 prélèvements au cours de l'année, essentiellement des prélèvements de miel pour faire des analyses de biodiversité florale. Et on a également fait des prélèvements de pollen. Les prélèvements de pollen nous servent à évaluer la qualité nutritive de l'environnement pour les pollinisateurs. Donc ici,
Pour ce qui est des données de biodiversité florale, les ruches installées vont être échantillonnées en termes de miel et de pollen après les floraisons. Ce qu'on va rechercher en fait dans le miel et le pollen, ce sont des fragments d'ADN. Donc, ce qui est intéressant avec cette technique-là, c'est qu'on va passer par une phase d'amplification, donc avec la PCR, ce qui permet de finalement détecter des espèces qui sont très abondantes, mais aussi des espèces qui sont à l'état de trace, puisque l'ADN va être amplifié. Une fois qu'on aura donc les résultats de PCR et de séquençage, on va comparer ça avec des banques de données pour pouvoir identifier les espèces florales. Le pollen, lui, comme je disais, va être analysé, lui, pour déterminer la richesse nutritive de l'environnement. Donc, grâce aux analyses d'ADN, dépendamment des espèces qui vont être en présence, on va être capable de carrément définir des taxons. On peut aller jusqu'au genre, voir à l'espèce si elle est répertoriée dans la banque de données. Et en faisant ça sur plusieurs sites, on peut comparer des sites entre eux, ou en faisant les analyses sur un même site durant plusieurs années, on peut voir l'évolution de la biodiversité florale avec le temps. Donc ici, juste un exemple de liste qu'on peut avoir, donc une liste de résultats. Et là, bien sûr, on peut s'attarder sur certaines espèces en particulier. On peut... une fois qu'on a tous les taxons, on peut calculer un certain nombre d'indices. Donc, par exemple, l'indice de biodiversité florale. On peut aussi calculer un indice de biodiversité fonctionnelle. Donc, il y a pas mal d'indices qui peuvent être calculés en fonction des résultats de biodiversité florale qu'on va avoir. Et grâce à ces indices, on peut faire des suivis dans le temps en termes de restauration. Et donc, ça, c'est un peu l'application que nous, on voit dans ce projet de renaturation du littoral, ce serait d'utiliser l'abeille, la biosurveillance par l'abeille pour faire des suivis de biodiversité florale. Maintenant, en ce qui concerne la pollution environnementale, je ne pense pas que ce soit vraiment adapté au projet de renaturation. On va plus aller, l'intérêt est plus sur la biodiversité florale, mais la biosurveillance donne aussi la possibilité de sonder l'environnement pour la pollution, puisque l'abeille, lorsqu'elle va être en vol, comme je disais, va capter dans ses poils tout un tas de résidus qu'elle va garder sur elle. Alors, auparavant, la biosurveillance par l'abeille, on récoltait carrément les abeilles vivantes, et là-dessus, elle passait un procédé où on allait extraire les substances, donc on tuait les abeilles. Depuis, la technique a beaucoup évolué. On récolte plus les abeilles, mais on va placer à l'intérieur de la ruche des matrices justement qui vont capter les polluants. Lorsque les abeilles vont rentrer dans la ruche, elles vont se frotter sur la matrice et donc la matrice va accumuler les polluants. Et donc maintenant, on travaille plus avec des bracelets en silicone par exemple ou des bandelettes qu'on va installer dans la ruche et qui, eux, vont capter les polluants qui sont ramenés par les abeilles. Donc voilà un exemple de bracelet en silicone ou de bandelette qu'on peut installer dans la ruche. Donc on va laisser le dispositif dans la ruche pendant un certain temps. Ensuite, on va prélever les matrices et on va les envoyer en laboratoire pour analyse, dépendamment de ce qu'on recherche, si c'est des HAP, des pesticides ou autres. On a aussi une substance, donc celle dont je parlais tout à l'heure, la propolis, qui a tendance à pouvoir capter les métaux lourds. Donc si ce sont des choses qu'on veut analyser également, c'est possible. Lorsqu'on va poser la ruche dans le milieu à analyser, les abeilles vont ramener de la propolis dans la ruche. Cette propolis peut être collectée et analysée pour évaluer si oui ou non il y a des métaux lourds dans l'environnement. Donc, si on veut parler du projet de renaturation qui, je pense, va se mettre en place, s'il ne l'est pas encore, la biosurveillance par l'abeille va pouvoir permettre de faire une cartographie en fait, de l'environnement en termes de biodiversité florale. On va pouvoir aussi déterminer s'il y a des sources de pollution dans l'environnement. On va pouvoir aussi peut-être identifier des zones à restaurer en priorité. Si on analyse plusieurs sites et qu'il y en a qui ont un niveau de biodiversité florale inférieur, pas suffisamment élevé, on peut prioriser ces espaces-là par rapport à d'autres
en utilisant les données de biosurveillance. Concernant la pollution environnementale, ben pareil, on va pouvoir détecter des sources de pollution et faire des préconisations et par la suite faire aussi un suivi pour voir est-ce que oui ou non ben, il y a une diminution de pollution dans l'environnement. Concernant la biodiversité florale, ben pareil, le pollen et le miel collectés vont pouvoir nous donner des données où on va pouvoir définir les espèces en présence et prendre des décisions à savoir quelles sont les espèces qu'on va favoriser, est-ce qu'il faut replanter, on va pouvoir faire aussi des suivis suite aux recommandations, voir si effectivement, via la biosurveillance, en analysant le miel et le pollen, est-ce que les espèces qu'on voulait favoriser prennent vraiment le pas et est-ce qu'elles sont installées dans les écosystèmes. Donc avec les données de biosurveillance, on a la possibilité de guider les choix de plantation en fait et de prioriser peut-être certaines zones plutôt que d'autres. Donc parmi les étapes possibles, ce serait déjà d'installer des ruches sur le site, de faire un état initial des lieux en termes de biodiversité et en termes de pollution, identifier les zones à restaurer, donc les plus polluées et les moins diversifiées. Là, donc, ce sont des propositions, bien évidemment. Passer par la phase de renaturation et faire des suivis par la suite pour comparer les données et voir sur plusieurs années, est-ce que oui ou non on atteint les objectifs qu'on s'est fixés en termes d'augmentation de la biodiversité et diminution de la pollution éventuellement. Donc voilà, je n'ai pas été très longue, je voulais juste parler un petit peu de la biosurveillance qui est donc un outil intéressant à utiliser dans les démarches de renaturation puisqu'elle nous permet de sonder justement l'environnement et de faire des préconisations et bien sûr de faire des suivis. Je voulais quand même aussi aborder vite fait l'aspect installation de ruches dans des zones qui méritent d'être restaurées. C'est vrai que plusieurs études ont montré qu'en fait l'abeille domestique va concurrencer les abeilles sauvages qui elles aussi ont un rôle écologique très important. Donc dans des cas de projets de restauration et de renaturation, il n'est pas intéressant nécessairement de rajouter des abeilles domestiques qui elles ont tendance à butiner une large diversité de végétaux et donc à faire de la concurrence. Elles sont beaucoup plus compétitives que les abeilles sauvages. Donc l'installation d'abeilles pour la pollinisation ou pour augmenter la biodiversité, a priori, ce ne serait pas la démarche à suivre. Après, c'est vrai que les abeilles vont favoriser la reproduction de certains végétaux, mais dans un premier temps, on n'utiliserait pas l'abeille dans un projet de renaturation pour son service de pollinisation, mais plus comme un outil de surveillance et de l'évolution de la démarche de renaturation. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Ce micro est très particulier, mais on va toujours s'en sortir. Je récupère les petites questions. Merci, chers intervenants, parce que vous avez eu des propos très clairs. Vous avez tenu le timing. Bon, allez. Les interventions étaient tellement pertinentes que, voilà, on va dire que vous avez joué le jeu pleinement du timing. Et on passe à la session des questions-réponses. Alors, je suis sûre que vous en avez dans la salle. On m'a passé le petit papier pour les questions du public à distance. Ah, je me dirige vers Monsieur Rony Saint-Charles, directeur de l'Agence des 50 pages géométriques, en évitant la caméra. Bonsoir. Tout le monde m'entend, c'est bon? J'aurais deux questions. Une pour Monsieur Gaillot, mais je pense que je vais associer également Monsieur Broussillon, et une autre pour Mme Caniquet. La première question, en fait, c'est de savoir est-ce que le Conservatoire botanique national dispose d'une cartographie des espèces endémiques et des espèces indigènes, de manière à ce que justement on puisse s'appuyer sur cette cartographie dans le cadre des futurs projets de renaturation des espaces qui sont actuellement menacés effectivement sur les littoraux. Donc ça, c'est la première question.
avant d'arriver à Mme Kanikit, je souhaiterais savoir également, est-ce que cette renaturation ferait partie effectivement des compétences, ou en tout cas des conseils que le conservatoire pourrait dispenser. Et la question maintenant, Mme Kanikit, c'est, j'ai bien entendu que, bon, pour le coup je l'avais compris, puisque l'agence a participé à l'opération de Vieux Habitants à vos côtés, que les abeilles peuvent également avoir un rôle de sentinelle qui permet donc d'identifier justement les besoins en matière effectivement de renaturation notamment. Mais je voulais savoir, dans des espaces qui sont par nature urbanisés, est-ce qu'il est possible justement d'installer des ruches pour avoir de telles abeilles sentinelles ou pas? Parce que l'objectif, c'est bien d'avoir ces éléments d'information, mais pour cela, il faut que les abeilles puissent avoir une aire justement de développement qui, par nature, n'est peut-être pas urbanisée. Donc, comment faire dans ces cas-là? Et pour aller plus loin dans ma question, vu que nous avons fait une expérimentation avec votre structure, mais en tout cas sur le sujet des abeilles, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, alors soit selon vous, ou soit selon les autres, parce que c'est un espace de partage, faire l'objet justement d'une diffusion auprès d'autres acteurs, que je ne vais pas citer mais qui se reconnaîtront et qui ont vocation à intervenir justement sur le naturel. Voilà. Alors, merci Monsieur Saint-Charles. C'est bien parce que ça vous donne le temps de réfléchir pour répondre aux questions. Monsieur Gaillot. Il faudra me répéter la deuxième question. Sur la première question, oui, c'est le travail fondamental du conservatoire, c'est de collecter de la donnée sur le territoire. Les équipes vont sur le terrain pour établir la présence des espèces naturelles de Guadeloupe, les espèces sauvages ou exotiques, et de traduire ça sous forme de carte. Donc tout le territoire est parcouru, en priorité les espaces naturels actuellement, en priorité aussi les espaces naturels les mieux préservés, et en priorité les espaces sur lesquels en fait les partenaires nous appellent par rapport à des projets de conservation, de restauration qu'il y a sur le territoire, dans la limite de notre petite équipe. Avec tout ça, on construit donc effectivement une cartographie de l'ensemble de la présence de chaque espèce sur le territoire. Ces cartographies sont restituées sur la plateforme Karunati. La plateforme Karunati, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme animée par le Parc national qui permet de consulter la présence référencée d'une espèce sur le territoire. Alors je dis bien référencée, c'est-à-dire que quand il y a un observateur qui a fait rentrer cette observation en base, on a la donnée, mais on sait très bien que l'espèce peut être ailleurs, mais que personne n'a pris la peine pour l'instant pour traduire ça plus simplement, si on observe un catalpa à Saint-François sur une plage, il n'est pas nécessaire, il n'est pas sûr qu'il y ait dans la base Karunati qui n'est pas complète l'observation d'un catalpa à Saint-François. Donc on va se dire il n'y a pas de catalpa à Saint-François. Non, c'est simplement qu'il n'y a toujours pas eu un botaniste ou un naturaliste qui est passé pour le dire. Mais on essaye, donc on travaille à avoir une base la plus complète possible, ça va prendre des années. Et on a compilé aussi tout le travail qu'ont fait nos prédécesseurs sur le territoire. Et donc tout ça doit être restitué sur ces bases qui sont consultables par tout le monde. Et on fait la même chose pour les habitats naturels. On essaie de cartographier les habitats naturels. Pour cela, on va construire une typologie des habitats naturels qui permettra de dire à terme quels sont les habitats naturels les plus menacés en Guadeloupe pour savoir sur lesquels agir. Alors, je n'ai pas détaillé les missions du conservatoire, mais une de nos missions, c'est l'accompagnement des projets de restauration. Donc, on est déjà lancé sur des projets de conservation et de restauration en propre ou en accompagnement avec des acteurs, par exemple la mairie de Pointe-à-Pitre. On espère travailler avec le conservatoire avec lequel on a fait de petites choses pour l'instant. Notre limite, c'est la taille de notre équipe. Donc vous pouvez toujours nous contacter, mais la garantie de pouvoir vous accompagner n'est pas certaine. Mais ça fait partie de notre vocation et on est là pour ça. Je me permets juste une incursion en tant que parmi les premiers bénéficiaires justement de l'accompagnement. En fait, ça a été les 3 opérations dont j'ai parlé à Sainte-Anne, au Moule et à Saint-François. Il y a eu un premier inventaire sommaire qui a été fait par le Conservatoire botanique, donc il nous a donné une idée de la diversité présente sur les sites. Il y a eu un deuxième niveau de travail qui a été de choisir les essences qu'on plante selon le substrat. Parce que parfois on a du sable
Parfois, on a du sable mélangé avec la terre et parfois, on a des falaises. Et donc, ce travail de savoir comment on plante, c'est un deuxième niveau de travail, mais qui est possible lorsqu'on a des personnes compétentes autour de ça. Oui, c'est ça. Donc, on apprend aussi en marchant. Et donc, dans la salle, on a un de nos agents aussi qui a travaillé sur ces projets-là. Donc, l'idée, c'est une fois qu'on a un petit retour d'expérience, c'est de le partager le plus possible, puisque l'ensemble des acteurs publics manque cruellement en fait de retour d'expérience, alors qu'il y a déjà des opérations qui ont été faites de longue date. Oui, alors moi je vais répondre sur l'aspect abeille. Donc, sur l'aspect urbanisation, milieu urbain, il y a deux aspects qu'on peut évoquer. C'est l'aspect sécurité et l'aspect ressources alimentaires pour les abeilles. Alors, en ce qui concerne la ressource alimentaire pour les abeilles, je pense que bon nombre d'entre vous ont entendu parler des ruches sur les toits de Paris. Donc, avoir des ruches en ville, l'abeille, comme je dis, elle butine, l'abeille domestique en tout cas, butine une grande variété de végétaux. Donc, même en milieu urbain, elle est capable de trouver de la ressource alimentaire. Donc, pour ce qui est de la ressource alimentaire, je pense que ça va. Maintenant, au niveau de la sécurité, c'est nous qui, lorsqu'on installe les ruches, bien évidemment, il y a une réglementation des distances, par exemple, à observer par rapport aux établissements publics, etc. Donc, il y a moyen d'installer des ruches en ville en mettant le dispositif de sécurité autour, par exemple, en mettant les ruches dans un enclos fermé à clé, ce qui empêche à quelqu'un de venir tout près des ruches. Et donc, il y a moyen de mettre des ruches en ville en utilisant les dispositifs qu'il faut. Il faut savoir aussi que dans le cadre de la biosurveillance, il ne s'agit pas d'installer une vingtaine de ruches, c'est 4 ruches maximum. Donc, on réduit quand même le risque. En plus, si les ruches sont en enclos, je pense que c'est tout à fait réalisable. Alors, il fonctionne à nouveau. Merci pour les réponses. Et c'est vrai que moi, j'ai noté qu'il y avait des ruches au siège du Crédit Agricole. Et c'est vous qui menez ce projet? Oui, tout à fait. Les ruches du Crédit Agricole, oui, c'est la biosurveillance qu'on fait pour eux. Et donc, oui, c'est possible. Comme je dis, il faut juste gérer l'aspect sécurité. Et normalement, on est capable de mener à bien l'étude. Oui, comme quoi c'est possible, hein, vraiment. Et je sais qu'ils en sont très satisfaits et très fiers de mener ce projet alliant biodiversité, préservation et biosurveillance. Alors, d'autres questions au fond? J'arrive. Alors, je vais faire Madame, priorité, et ensuite Monsieur Grava. Bonjour, je suis Lindsay Quimper de la CARL. J'ai une question par rapport aux abeilles, juste en termes de temporalité pour les projets. J'ai noté qu'il fallait 1 an pour avoir des données, mais est-ce que, j'ai pas bien compris, est-ce que c'est dans le cadre du diagnostic et de l'état initial, ou est-ce que c'est vraiment plutôt dans le cadre de la biosurveillance après? Est-ce qu'on est capable d'avoir des premières données pour lancer un projet, ou est-ce qu'il y a vraiment cette temporalité d'1 an? Alors, la temporalité d'1 an, c'est pour avoir une meilleure idée de la biodiversité végétale de la zone où la ruche est installée. Parce qu'il faut savoir que les espèces végétales ne fleurissent pas tous en même temps, en fait. Donc, chaque espèce a son moment dans l'année où il va fleurir. Et donc, c'est intéressant, c'est même recommandé de laisser la ruche sur place pendant 1 an. Comme ça, on couvre toutes les saisons et on donne l'opportunité aux espèces qui sont dans l'environnement de la ruche de fleurir et donc d'être collectées par l'abeille et qu'on puisse les détecter. Après, on fait plusieurs échantillonnages dans l'année. Donc, dès le premier échantillonnage, on a déjà un certain nombre de données. Oui, pour nous permettre de nous orienter vers une surface à restaurer ou pas, on pourrait déjà avoir des premières données au premier échantillonnage. Alors, au premier échantillonnage, on n'aura que les données des espèces qui ont fleuri à ce moment-là. Donc, pour avoir une meilleure idée, comme je dis, il faut vraiment couvrir l'année. Ouais. OK. Merci. Couvrir l'année, voire, même avoir l'expérimentation sur plusieurs années. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des espèces végétales qui ne fleurissent pas chaque année. Hein. Il y en a qui fleurissent tous les 2 ans, etc. Donc, pour avoir une belle idée, il faut vraiment s'inscrire dans la temporalité. Merci. Et quand on a obtenu ces résultats, on envoie au fameux laboratoire dont vous avez parlé. Alors,
on envoie au laboratoire les échantillons de miel et de pollen. Ce sont eux qui font les analyses et qui nous restituent les résultats. Nous n'avons pas sur place les laboratoires qu'il faut pour faire les analyses en Guadeloupe. Bonjour. Bonjour, Axel Grava, pour le CAUE. Donc j'ai une question pour M. Gaillot et une question pour Mme Kanikit. Pour M. Gaillot, en fait, il a évoqué les espèces et je voulais savoir un petit peu comment ça se coordonne avec les associations et d'autres structures sur justement les espèces exotiques envahissantes que vous avez évoquées. Comment on réfléchit un écosystème pour dire, bon, certes, c'est une espèce exotique envahissante, je pense notamment au bambou, mais comment effectivement on peut quand même trouver une solution effectivement à sa transformation, son utilisation. Je sais que c'est quelque chose de très délicat, mais comment on réfléchit en dehors du fait de dire non, c'est pas bien, ou on sanctuarise, ou on interdit, comment effectivement on trouve un système pour que voilà, d'autres structures prennent le relais au niveau donc, de la transformation, de l'éradication in fine de cette espèce. Et pour Mme Kanikit, la question c'était justement sur... alors nous on parlait de bioindicateurs, mais la biosurveillance, je trouve ça très intéressant par rapport à un projet qu'on avait lancé sur Potabit. Donc est-ce qu'il y a d'autres espèces, parce qu'on parle de l'air, la qualité de l'air, mais sur la qualité de l'eau, la qualité du sol, est-ce qu'il y a d'autres espèces auxquelles on peut... Enfin, je dis ça pour vous, mais peut-être pour l'OFB, auxquelles on peut avoir recours pour justement jauger de la qualité de l'environnement, de la biodiversité, et auquel cas, est-ce que vous avez dit que ça coûte moins cher que des installations piézométriques et compagnie, est-ce qu'on a une petite idée du coût d'installation pour les abeilles? Alors, concernant les espèces, oui, j'ai montré un tableau à un moment dans la présentation où en fonction des milieux qu'on voulait analyser, on va étudier des espèces bien particulières. Donc par exemple, pour l'air, on va utiliser les mousses. Pour le sol, ce sera plus des invertébrés, des vers de terre, par exemple. Donc oui, chaque milieu, pour chaque milieu, on peut trouver une espèce bio-indicatrice à utiliser pour collecter des données sur la qualité environnementale. Maintenant, concernant... C'était quoi la deuxième question? Concernant le coût. Oui, concernant le coût. Alors... je n'ai pas les chiffres exacts des autres méthodes, mais en ce qui concerne la biosurveillance par l'abeille, il faut compter 20 000 € par année. Les 20 000 € par année, c'est l'installation, l'entretien de la ruche et les analyses. Non, par site. Par site. Il faut savoir qu'on va échantillonner la ruche 4 fois dans l'année, comme vous avez vu sur le tableau. Par contre, il faut quand même l'entretenir. Et l'entretien d'une ruche, c'est des visites régulières. Une fois par semaine, l'apiculteur doit y aller et faire les manipulations qu'il faut pour que la colonie se développe correctement. Donc, lorsqu'on parle de biosurveillance, il y a toujours un apiculteur qui est associé, qui va se charger d'entretenir la ruche. Et donc, il y a le coût de l'entretien de la ruche, il y a le coût des analyses. Et dans la prestation que nous, on propose, on va aussi proposer, bon, puisqu'on fait souvent cette prestation pour des entreprises, on va proposer aussi le miel qui va être récolté sur les ruches. On va proposer des petites prestations d'animation où on va présenter le projet aux salariés, présenter les résultats, etc. Donc tout ça est englobé dans le coût de 20 000 €. Entretien, animation, miel et analyse. 20 000 € par site, par an. C'est ça. 4 ruches. C'est cela. Très bien, merci. Je fais une petite synthèse, le temps que vous passiez le micro à M. Gaillot pour qu'il puisse répondre à l'autre question qui concernait les associations. Alors, il y a effectivement toute une chaîne d'acteurs qui est en train d'être coordonnée justement en partie par le pôle qui s'occupe des espèces exotiques envahissantes au sein de l'Agence régionale de la biodiversité, qui essaye de coordonner tous ces acteurs. Nous, en tant que conservatoire, notre rôle, c'est simplement de dire quelles sont les espèces exotiques qui ont un impact sur la nature et d'essayer de quantifier au mieux cet impact-là. Notre rôle, c'est juste celui-ci. Donc de dire de manière objective, cette espèce-là, en fait, on constate qu'elle a un impact sur les espèces naturelles. Elle est peut-être même carrément transformatrice du milieu naturel, ce qui peut être par exemple le cas du bambou que vous évoquiez. Et donc notre rôle, ça va être vraiment de faire une vigie sur l'évolution de l'impact de ces espèces-là et d'en faire une liste qui va évoluer avec le temps pour au mieux
permettent à la puissance publique de définir les outils législatifs qui sont associés à ces espèces-là. Il faut savoir que les espèces exotiques, elles peuvent être classées suivant leur impact, suivant le danger qu'elles représentent pour nos milieux, au sein de différents arrêtés qui vont limiter, voire interdire leur utilisation. Une fois qu'on a dit ça, on voit tout de suite que d'autres acteurs doivent être inclus dans ce réseau-là. Il y a effectivement ceux qui, comme nous, vont dire bon, bah, cette espèce a un impact sur les milieux naturels. J'insiste sur les milieux naturels, c'est ça qu'il faut retenir. Une espèce qui est envahissante en zone urbaine, pour nous, c'est pas un sujet. C'est vraiment les espèces qui vont avoir un impact sur des milieux donc naturels. Donc ça, c'est notre rôle. Ensuite, il va y avoir le rôle des gestionnaires d'espaces naturels qui vont voir si effectivement ces espèces représentent une menace par rapport à leurs problématiques de gestion et qui vont devoir intervenir. Il y a différents propriétaires ou gestionnaires d'espaces naturels dans la salle qui sont confrontés à ces thématiques-là, avec des espèces qui menacent nos forêts. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ces espèces-là. Quand c'est des espèces pour lesquelles on n'a pas d'utilité ou d'option de valorisation connue, effectivement, c'est parfois plus simple à gérer, mais se pose toujours la question de comment on détruit et transporte ces espèces-là. Là encore, la loi cadre les choses et il faut qu'on se pourvoie en Guadeloupe des outils pour le faire. C'est une vraie problématique. Et en Guadeloupe, on est envahi depuis les années 80 et singulièrement depuis une dizaine d'années par le TIFA, qui est en train de coloniser toutes les zones humides de Guadeloupe ouvertes. Pour gérer cette espèce-là et s'en débarrasser, il faut cadrer la démarche. Enfin, sur les espèces pour lesquelles il y aurait de la valorisation possible, typiquement le bambou. Les gens ont une vision du bambou qui est une ressource dans plein d'endroits de la planète. Alors, une première chose à rappeler, c'est que le bambou qu'on a localement, malheureusement, ce n'est pas une espèce qui est très valorisée au niveau planétaire parce que ce n'est pas la meilleure espèce en termes de valorisation, notamment pour la construction. C'est une espèce qui est très fragile, qui est sensible aux termites. Il faut la traiter avant, par exemple à l'eau de mer, ce genre de choses. C'est un bambou qui est courbe, ce n'est pas un bambou qui est droit. Donc ça limite son utilisation pour pas mal d'usages de construction. Cela dit, ça peut être valorisé sur plein de différentes façons. Ça peut se triturer, ça peut être réaggloméré. Il y a plein de possibilités d'utiliser le bambou qui n'ont pas été testées en Guadeloupe. La seule chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est que si on part sur de la valorisation du bambou, il faut qu'on le fasse en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant ce qui se passe en zone naturelle. Quand vous êtes sur la grande rivière à Goyave, depuis Petit-Bourg jusqu'à quasiment l'embouchure, et ça s'accroît en allant vers l'embouchure, vous n'avez plus de ripisylves, c'est-à-dire les forêts qui bordent la rivière, parce que tout a été colonisé par le bambou. Donc à partir du moment où on va créer une valorisation de cette ressource, il faut qu'on soit capable de cadrer l'usage, d'éviter que les gens n'en plantent, notamment en milieu naturel, d'éviter que si on en plante, ça aille coloniser le milieu naturel, même si on s'était mis dans une zone agricole. Donc il y a un certain nombre de garde-fous à poser pour se lancer dans ce genre d'utilisation. Et pour conclure ma réponse, il y a des espèces qu'on n'arrivera pas à gérer ou qu'on ne se lancera même pas dans la gestion de ces espèces-là si effectivement on ne met pas derrière un outil de régulation qui peut passer par de la valorisation. Évidemment, le bambou, la jacinthe d'eau qui colonise le lac de Gachette ou certaines rivières. Quoiqu'en rivière, c'est plus simple parce que à la faveur des grandes pluies, les rivières sont plus régulièrement nettoyées de ces espèces-là aquatiques. Par contre, dans les étangs comme Gachette ou les mares, les jacinthes peuvent être un problème et la gestion est excessivement coûteuse. Donc arriver à trouver des pistes de valorisation dans le cadre de la gestion de ces espèces-là, ça me semble important à rechercher. Après, il ne faut pas avoir trop d'illusions sur les possibilités de valorisation immédiate. Il y a vraiment du travail de recherche à faire, que ce soit sur le bambou ou sur les autres espèces dont on parle. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question. Monsieur Grava, ça vous va pour la réponse? Parfait. Alors, une question à distance avant que je donne la parole dans la salle, mais ne les oublions pas, ceux qui nous suivent en direct. Monsieur Boussillon, quelle est la plus grande menace pour la biodiversité sur le littoral de nos jours? Et attention, je n'ai pas fini. Entre parenthèses, je ne fais que lire pesticides, tourisme. J'ai 4 heures ou 4 secondes. Alors, les grandes causes de perte de biodiversité sont assez connues. Les deux principales, c'est
comme je disais, la destruction ou la fragmentation d'habitats naturels. Ça veut dire à chaque fois qu'on construit, qu'on artificialise ou qu'on vient interrompre un espace naturel. Il y a une cause qui monte en puissance et je crois même qu'elle est en passe de devenir l'une des premières causes. Si ce n'est pas la première, c'est aussi ce dont on vient parler. C'est la prolifération d'espèces exotiques dont le coût, en fait, pour la société a été réévalué. Pour les raisons aussi que expliquait Marc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on lutte contre ces espèces et qu'on met le zoom sur toutes les perturbations que ça induit, en fait, on se rend compte qu'elles ont un coût pour la société qui est assez commensurable. La question des pesticides et la question du tourisme sont en fait deux menaces, mais qui ne sont pas appréciées de la même manière. Lorsqu'on a un pesticide, la plupart du temps, il n'est pas visible à l'œil. Et donc, voir une espèce végétale, un animal devant nos yeux, on se dit chouette, il y a des oiseaux, il y a des tortues, c'est génial. Mais la présence d'une espèce ne veut pas dire qu'elle est en bonne santé. Comme quand on se regarde tous, on n'est pas forcément tous en bonne santé. Et donc, ça peut biaiser en fait le regard qu'on porte sur le niveau d'impact que ça a, cette question des pesticides. Et en plus, comme on le voit avec l'actualité, hein, les effets, ou en tout cas la démonstration que les effets sont bien là, arrive parfois plusieurs années après. Le tourisme en soi n'est pas un problème, puisque c'est la question de la concentration dans un espace ou la manière dont on va développer un tourisme. Pendant longtemps, la Guadeloupe a aussi pris la roue de pas mal d'autres îles, en fait, y compris autour de nous, de développer un tourisme sur le littoral qui a flirté ou en tout cas qui s'orientait vers un tourisme de masse. La plupart des hôtels en Guadeloupe sont sur le littoral, ça date d'une période entre les années 60 et 2000, mais on se rend compte quand même que c'est un modèle qui commence à péricliter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveaux projets qui voient le jour, mais ça veut dire quand même qu'il y a une offre, ou en tout cas une demande qui évolue, et donc on peut faire du tourisme un peu plus raisonnablement que ce qu'on faisait. Et en soi, ce n'est pas le tourisme non plus le problème, puisque c'est aussi à un territoire d'évaluer sa capacité de charge par rapport à un nombre d'habitants. On vise les millions de touristes, mais il n'y a pas que des touristes. La Guadeloupe a moins de 400 000 habitants, mais en présence actuelle, je crois qu'on a le double. Et donc ça veut dire que nos infrastructures, nos capacités d'accueil, l'eau, l'électricité, enfin tous les fluides, ne sont pas dimensionnés non plus pour ça. Notre milieu n'est pas dimensionné pour avoir la population de la Réunion. On est beaucoup plus petit et donc il faut pouvoir aussi faire des choix pour réduire nos impacts en se disant mais peut-être qu'on vise trop haut et qu'il faut simplement viser quelque chose de beaucoup plus acceptable, y compris pour les personnes qui vivent comme ceux qui viennent visiter la Guadeloupe. Bonjour, Yann Legros de l'association L'Effet Papillon. Alors ma question, elle va plutôt pour vous, Monsieur Broussillon, ou pour vous, Monsieur Gaillot. J'entendais parler tout à l'heure de l'utilisation du bambou. Nous avions eu l'année dernière un intervenant qui avait, lors de la conférence TEDx 2024, qui avait parlé de solutions d'épuration des eaux avec des stations de bambou, justement. Qu'en est-il de votre état de connaissance ou de vos réflexions quant à la mise en place de stations d'épuration biosourcées en utilisant justement des plantes nettoyantes? On sait que c'est une grosse problématique pour la Guadeloupe. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des rires, mais non, c'est une question qui revient régulièrement. Alors, on n'est pas un conservatoire botanique des plantes utiles, malheureusement. Ça veut dire qu'on s'intéresse vraiment aux plantes sauvages. Ça limite le champ de nos investigations.
Peut-être qu'un jour on le sera. Il n'y a pas de raison qu'une fois qu'on aura suffisamment rattrapé notre retard sur la connaissance de la partie sauvage, on commence à s'intéresser plus à ce qui souvent nous intéresse nous tous plus, hein, les plantes utiles, les plantes de nos jardins créoles, les plantes de nos jardins, les plantes de la phytoépuration. Cela dit, on est régulièrement contacté effectivement par des gens qui travaillent dans ce domaine-là, de la phytoépuration, donc de mettre des plantes dans des systèmes d'épuration qui soient privés ou collectifs. Et il y a des candidats bien connus de plantes qui existent sur la planète et qui sont la plupart du temps exotiques. Il se trouve qu'on on a la chance d'être dans une zone tropicale, et je ne vais pas faire un cours de botanique ici, mais ici on a des plantes qui sont de la famille, vous en avez plein tout autour dans le jardin de Vallombreuse, qui sont toutes ces plantes de la famille du gingembre, de l'ordre du gingembre, toutes les alpinias, les roses de porcelaine, merci, toutes ces plantes-là à rhizome, le bananier, ce genre de choses, sont des plantes qui peuvent avoir un intérêt pour la phytoépuration. Et on a des candidates locales qui n'ont pas encore été identifiées, mais qui peuvent être recherchées et qui doivent être surtout testées. Après, il y a des notions de... Donc il faut investiguer ces plantes-là. On en a en Guadeloupe, je suis sûr, qui peuvent fonctionner. Après, il y a des contraintes que connaissent les gens qui travaillent sur ce genre de système. Le bambou, s'il est utilisé pour la phytoépuration, j'imagine que ce n'est pas sur pied, parce que sur pied, voilà, ça vous fait des touffes de 30 mètres de hauteur. Et vous arrivez sur la problématique de si vous commencez à entretenir effectivement des patchs d'espèces exotiques envahissantes, ces choses-là un jour vont se disséminer. Alors pour le bambou, c'est un peu plus compliqué parce qu'il fleurit. Le jour où vous voyez un bambou fleurir, appelez-nous, ça nous intéresse. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les plantes. Donc on est contacté par des sociétés qui sont intéressées par ça, on est prêt à les accompagner. On a déjà, ce mois-ci d'ailleurs, envoyé des candidates des candidates locales à des sociétés qui nous ont contactés. C'est un champ qu'il faut investiguer. Après, je ne suis pas sûr que... Enfin, je pense qu'il faut vraiment élargir le champ de recherche et ne pas se focaliser toujours sur les mêmes espèces, que ce soit le bambou ou une autre. Monsieur Boussillon, vous voulez ajouter un mot sur ce point? Alors, simplement, en fait, aussi, au-delà du bambou, dans la question de l'épuration des eaux, Marc parlait tout à l'heure de la jacinthe d'eau. On sait que c'est aussi une espèce qui filtre très bien en fait, l'eau. Au-delà de leur capacité, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait après? C'est-à-dire qu'une fois que la plante est déchargée en polluants, comment on la traite, où on la fait sécher, comment on la valorise derrière. Et c'est aussi cette étape-là qui est un peu délicate, parce que chaque plante a un peu une méthode de prolifération différente. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore de filière ou de solution réglementaire qui permettent de dire, par exemple, que la jacinthe polluée, on va pouvoir l'éliminer ou la valoriser en ressources énergétiques pour les usines de sucreries ou d'autres. Et donc, ce type Enfin, en fait, il manque encore un maillon dans la chaîne pour se dire qu'on va aller dans cette direction-là. Alors, concernant toujours les questions des personnes qui nous suivent via le direct, petite question pour Madame Kanikit, parce que vraiment, les gens ont été séduits. De toute manière, nous aimons tous les abeilles, sauf ceux qui sont un peu allergiques. Mais surtout le miel. Et vous avez dit que c'était possible, mais avec un financement assez important. Alors la question c'est, est-ce qu'une nouvelle expérience d'installation de ruches sur le littoral est prévue pour effectuer une surveillance de la biodiversité? Alors à ma connaissance, la question est répétée plutôt au directeur des 50 pages géométriques. Monsieur Saint-Charles. Je vais répondre très simplement. Pour le moment, non. Pour une raison simple, même deux. La première, c'est que nous n'avons pas effectivement d'espace qui soit effectivement très approprié pour cela. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'espaces urbains. L'agence intervient sur les espaces urbains. Mais encore faut-il que ces espaces urbains aient effectivement la possibilité d'avoir des espaces qui soient sécurisés, comme vous disiez, et aussi effectivement des espèces sur lesquelles les abeilles puissent butiner.
Et après, il y a aussi la question effectivement du coût, parce que malheureusement, nous sommes dans une période où nous devons d'abord compter avant de penser. Et c'est pour ça que tout à l'heure, donc je profite de la question effectivement qui vient des réseaux, pour faire un appel à la générosité et à l'intérêt de l'ensemble des autres acteurs qui interviennent dans le secteur naturel, pour justement pouvoir mettre effectivement en place des expérimentations de ce type, parce qu'on a montré, nous, en tout cas sur le petit volet où nous pouvions intervenir, que ça porte du fruit et que c'est intéressant, et ce serait justement d'autant plus intéressant que ça permettrait d'avoir justement une cartographie qui pourrait être utilisée par le Conservatoire botanique et d'autres acteurs. Donc là-dessus, effectivement, c'est un appel que nous pouvons faire. L'expérimentation fonctionne, elle a un coût, mais on est payé en miel et en information, et c'est bon. Si vous me le permettez, je vais juste apporter une petite information par rapport aux ruches qui sont implémentées du côté de Vieux Habitants. C'est que l'Élysée a envoyé une lettre de félicitations à la mairie de Vieux Habitants, juste pour information. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même encouragé dans les hautes instances aussi. Voilà. Incroyable, hein? Alors, si l'Élysée même félicite, on peut peut-être publier la lettre et ce sera une invitation pour que tout un chacun puisse se mettre ensemble pour pouvoir multiplier des projets comme celui-ci. Non, vraiment, pour une fois que je peux d'autant plus témoigner, c'est vrai que le projet du Crédit Agricole et semble-t-il le projet de Vieux Habitants, ce sont des projets innovants qui donnent des résultats et qui en plus donnent toute satisfaction aux salariés, aux personnes impliquées, parce que bon, ils ont du miel, mais au-delà de ça, ils ont vraiment le sentiment de participer à préserver cette biodiversité exceptionnelle que nous avons tous. Donc c'est quand même formidable. Donc l'appel de M. Rony Saint-Charles sera sans doute relayé et entendu, espérons-le. Alors, autre question concernant les outils. Même si nous avons bien abordé concernant tous les outils, mais Monsieur Broussillon, une personne souhaite savoir quels sont les principaux outils pour préserver le littoral. Large question, mais ma foi. Elles sont toutes pour moi, c'est pour ça. Alors, je vais laisser Marc compléter, mais alors, tout ce dont on vient parler constitue déjà des outils, la question de la biosurveillance, la question de la conservation de ce qui est déjà de chez nous et en termes de richesse botanique, c'est aussi un outil. Alors, il y a quand même des exemples de projets qui ont été portés sur tout le territoire de la Guadeloupe, que ce soit par le Conservatoire du Littoral, l'ONF ou d'autres structures. Comme je disais, les outils dont auront besoin le grand public et les collectivités, c'est ces fameux guides. C'est-à-dire qu'au-delà de la connaissance et au-delà d'un accompagnement qui peut être fait par telle ou telle institution, c'est au quotidien comment diffuser en fait des pratiques au sein de leur service ou au sein du grand public sur les bons gestes. Donc, je ne dis pas que c'est de la sensibilisation, je parle bien d'outils de gestion. La première des choses, je pense, c'est qu'il faut, c'est un outil, mais c'est d'abord une méthode, c'est qu'il faut réapprendre à observer, apprendre à contempler, c'est-à-dire que quand on va sur un site, sur le littoral, qu'il soit urbain ou qu'il soit naturel, quand on garde des repères à la fois physique, c'est-à-dire qu'on voit que la mer elle arrive à tel endroit où il y a des sargasses, où il y a des enrochements, etc. C'est de repasser un peu comme les abeilles. Quand on vient échantillonner, en fait, on repasse plusieurs fois par an et on essaie de se souvenir ou de garder des traces de ça. Parce que l'observation, c'est le principal outil sur lequel nous aussi on s'appuie. Lorsqu'on veut faire un projet de valorisation d'un espace, on va se rapprocher de ceux qui fréquentent le site ou ceux qui en ont un usage
pour qu'ils nous apportent des informations. Jusqu'où la mer est montée quand il y a eu le dernier cyclone? Avez-vous l'habitude de voir en fait des gens rentrer par-ci, par-là? Et donc c'est ces éléments d'observation qui sont le principal outil. Et le deuxième outil auquel je pense, c'est vraiment cette question de guide. Après, plus largement, pour ceux qui ont envie de savoir où sont les terrains du conservatoire, de l'ONF, de l'agence, jusqu'où va le littoral, etc., ou en tout cas au moins les 50 pas, il y a aussi des sites gratuits qui sont, il y a un qu'on utilise pour beaucoup, on met tous nos données là-dessus, c'est Carugeo. Et ce site, en fait, permet à tout un chacun de choisir un point sur la carte, d'identifier est-ce qu'on est sur les 50 pas ou pas, et est-ce qu'on est sur un terrain du conservatoire ou autre. Donc ça permet au moins déjà de mieux se situer et de contempler, de compléter en fait ces observations de terrain à chaque fois qu'on a envie de se promener ou de mener une activité sur le littoral. Mais très bien, merci. Monsieur Gaillot, vous voulez compléter concernant les outils? Je peux faire des promesses? Waouh! Non, c'est simplement pour dire qu'effectivement, si cette question elle vient, c'est parce qu'on a besoin de ces outils-là. Les gens ont besoin de les identifier. La question des guides évoquée par Midi, elle est au centre de nos préoccupations. Nous, les choses sur lesquelles on se focalise là dans un avenir très proche et qu'on espère pouvoir redistribuer à tout le monde, c'est de créer des outils notamment de sélection des cortèges végétaux, donc des espèces qu'on veut planter sur un site en fonction du site où on en est, du site sur lequel on se trouve. Donc concrètement, c'est de fournir aux différents gestionnaires des outils qui leur permettent de savoir quoi planter en fonction du site, et ça avec une expertise solide derrière.